Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Dans cette vidéo, donc, le but va être très simple, c'est de définir la notion d'argument. Ok, donc on va expliquer un petit peu ce que c'est que l'argument d'un nombre complexe pour que vous puissiez comprendre. Et donc, ainsi, on va introduire par la suite une nouvelle notation des nombres complexes. Sur ce, c'est parti, mon kiki. Tout d'abord, on va parler d'argument d'un nombre complexe. Donc, argument d'un nombre complexe. Pour cela, ça va être très simple. On va partir d'un point M. Ok, donc point M qui appartient au plan complexe. Ok. Et donc l'idée, ce point M, il va donc associer un affixe qu'on va l'appeler Z. Ok. Donc soit le point M d'affixe Z. Et donc on va appeler l'argument de Z. Donc on appelle argument de Z la chose suivante. Alors ça vous semble un peu bizarre, mais argument déjà, c'est comme pour le module, pensez pas un module d'escalade, pensez pas des trucs basiques. Argument c'est pareil, pensez pas des trucs basiques, ne vous dites pas c'est un argument, quelque chose qu'on dit pour, pour défendre un propos. Non, c'est pas trop ça. Pour un complexe, donc l'argument d'un complexe, c'est tout simplement un angle en fait. Donc on appelle argument de Z l'angle suivant. Donc là, ça va être l'angle entre le vecteur unitaire U et le vecteur unitaire et le vecteur OM, pardon. Ok. Par ailleurs, cet angle-là, donc petite notation, on va noter de la façon suivante. Donc, l'angle entre vecteur U et vecteur OM, qui correspond donc à l'argument de Z, et on va noter de la façon suivante, c'est arc de Z, comme ceci. Donc, arc de Z, c'est pour signifier qu'on est bien sur l'argument de Z. Et donc ça, d'un point de vue géométrique, ça correspond à l'angle, donc orienté, entre le vecteur U et le vecteur OM. Alors, pourquoi orienté? On va expliquer avec une petite figure, parce que là, si je vous explique à vide, ça va être un peu compliqué. Et ça va pas être évident pour vous. Surtout que maintenant, ils ont viré les angles orientés. Avant, ça se faisait en première S, mais maintenant, ils l'ont viré avec le nouveau programme, depuis qu'elle a la fin du bac. Donc, du coup, au niveau des angles orientés, il y a beaucoup de choses que vous savez plus. Ok. Et cela est tout à fait normal. Hein. Ne soyez pas complexés là-dessus. Ok. C'est tout à fait normal maintenant. Malheureusement que vous ayez perdu, puisque avec cette nouvelle réforme du bac, il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées une derrière. Comme avant, la géométrie espace telle qu'on l'aborde en terminale, il y a une partie de la géométrie espace qu'on fait actuellement en terminale qui se faisait à l'époque en seconde. Mais comme il y a la réforme du bac, ça a décalé un certain nombre de choses, en particulier le chapitre de géométrie espace. Parce que si, il faut savoir, après je vais fermer la parenthèse en quelques secondes, mais il faut savoir qu'à l'ancienne, que vous soyez en filière littéraire, en filière scientifique ou en filière ES, vous faisiez des maths au moins jusqu'en première. Et après, en terminale, je crois, si vous étiez en filière N, il me semble, vous pouvez ne plus faire de maths. Ceux qui ont passé un bac L, dites-le-moi en commentaire. Si je dis des bêtises, mais normalement, c'était bien ça à l'époque. Mais maintenant, depuis qu'il y a eu la réforme, il se trouve qu'on peut ne plus faire de maths. Enfin, on pouvait ne plus faire de maths, parce que là, ça va peut être vraiment ma phrase, du coup, dans un an. Puisque dans un an, maintenant, les 2007, ils seront obligés de faire des maths en première. Ok? Soit en spécialité, soit en tronc commun. Bon, voilà, fermeture de la parenthèse. Donc, revenons sur l'argument et donc sur cette notion d'angle orienté, que je vais essayer de vous expliquer. Donc, ici, on a un vecteur unitaire U. Ok? Donc, il va compter pour une unité, tout simplement. Après, donc, on a un point M quelque part par là. Et donc, en fait, ainsi, on va construire comme ça le vecteur OM. Je vais vous le construire, je vais vous le représenter pour que vous puissiez visualiser. Donc ici, le vecteur OM. Voilà. Bon, du coup, je vais monter un peu plus mon point M. Comme ça, vous voyez. Bon. Du coup, ici, j'ai mon vecteur OM. Et ici, j'ai mon vecteur U. Alors, là, faites super attention. Pourquoi on parle d'angle orienté? Parce que tout simplement, là, le sens, pour le coup, il va avoir une importance. Ok? Jusque-là, normalement, si vous avez fait les angles en 6e, les angles, techniquement, vous pouviez nommer dans les deux sens, il n'y avait aucune incidence. Je prends un exemple tout simple et tout bête qu'on voit en 6e. En 6e, quand vous avez appris à nommer les angles, voilà, donc là, sommet A, là, il y a un point B, là, il y a un point C. Bon, que vous disiez l'angle BAC ou l'angle, tout simplement, CAB, vous disiez que ces deux angles-là étaient égaux, ok? L'angle BAC, ça met juste que l'angle CAB, ok? En tout cas, c'est comme ça que je l'apprends en 6e. Et souvent, on vous l'apprend comme ça. En fait, en 6e, tout simplement, pour nommer un angle, on voit qu'il y a deux sens. Il y a deux façons de nommer. Donc, on peut nommer dans deux sens, tout en veillant bien à ce que, tout simplement, le sommet, ok, le sommet où vos deux demi-droites se coupent, et soit au milieu, ok. À partir du moment où on a bien le sommet des deux demi-droites qui se coupent, qui est au milieu,
et ben après vos points B et C, pardon, vous placez où vous voulez. Et en fait, bah là, que vous nommiez cet angle dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça n'a vraiment pas d'incidence en sixième. Et après, du coup, avec le temps, on s'est habitué à cette notation. Cependant, cet angle-là, et ben en réalité, donc si on parle d'angle orienté maintenant, et ben que vous nommiez cet angle dans ce sens-là ou dans ce sens-là, et ben ce sera plus le même angle, ok? En fait, en termes de mesure, et ben si on regarde bien, il y en aura une qui sera opposée à l'autre. C'est-à-dire si du coup, là par exemple, si je nomme cet angle dans ce sens-là, c'est-à-dire dans ce cas, ce sera l'angle orienté entre vecteur BA et vecteur AC. Et tandis que si je nomme cet angle-là dans ce sens-là, dans ce cas, ce sera l'angle orienté entre vecteur CA et vecteur, tout simplement, AB. Et en fait, ces deux angles-là, comme je dis, et bah là, on va de gauche vers la droite. Donc, en quelque sorte, si on était sur un cercle, on tournerait dans le sens horaire. Tandis que, comme pour nommer l'angle CAB, je vais dans ce sens-là. Donc, je vais tourner dans le sens trigonométrique. Ainsi, donc, comme je ne tourne pas dans le même sens, et bah en fait, d'un point de vue trigonométrique, d'un point de vue orientation, et bah ces deux angles-là n'auront strictement pas la même mesure. Ils seront de mesure opposée. Ok. Donc ça, c'est une première propriété qu'il faut bien noter au niveau des angles orientés. Ça, c'est super important. On va en avoir besoin tout au long du chapitre sur les complexes. Donc, je vais vous en faire noter deux. Comme ça, au moins, vous aurez ces deux propriétés au moins sous le bagage, sous le coude. Donc, du coup, je vais vous en faire noter deux propriétés sur les angles orientés. Premièrement, et bah, l'angle orienté entre, tout simplement, on a dit, deux vecteurs, par exemple, OM. Enfin, non, on va reprendre l'exemple, on va reprendre la définition. Donc, l'angle orienté entre vecteur U et vecteur OM, bah, du coup, c'est égal à l'opposé de l'angle orienté entre vecteur OM et vecteur U. Ok? Ça se visualise très bien. Puisqu'en fait, l'angle orienté entre vecteur U et vecteur OM, on parle de cet angle-là. Maintenant, du coup, si je veux parler de l'angle orienté entre le vecteur OM et vecteur U, bah, on va tourner dans le sens, vous voyez bien. Donc, en fait, en termes de mesure, ce sera deux mesures complètement opposées, ok? Puisqu'on tourne dans le sens contraire. Donc ça, bon, c'est une première propriété qui est utile et qu'il faut bien savoir manipuler. Comme ça, au moins, bon, on lit rapidement les mesures. Et quand on va tourner dans ce sens-là, donc dans le sens trigonométrique, on dira que la mesure est positive, ok? On dira une mesure positive. Tandis que quand on va tourner dans ce sens-là, on va lire une mesure négative de l'angle, ok? Ça, c'est aussi important de l'avoir en tête, ok? Voilà, donc là, je vous dis à l'oral, parce que ça peut servir éventuellement dans les exos, ok? On en reparlera un peu plus tard. Ensuite, deuxième propriété, bon, on va pas s'en servir dans le cadre de cette vidéo, mais elle nous servira à démontrer une formule qu'on verra un tout petit peu plus tard concernant les arguments. C'est tout simplement la chose suivante. C'est donc la chose suivante, donc c'est relation de Chasles. Donc l'angle orienté entre vecteur AB et vecteur U, plus l'angle orienté entre vecteur U et vecteur CB, bah, c'est égal, d'après la relation de Chasles, à l'angle orienté entre vecteur AB et vecteur CB. On va même pas mettre CB, on va mettre CD. Comme ça, c'est plus clair. Ok. Bon, ça pareil. Peut-être avec une figure, vous verrez mieux. Ok, donc je vais vous représenter ça rapidement. Ok, bon. Là, à la base, bon, il faut imaginer que ces trois vecteurs-là que je viens de représenter, ils sont pas forcément collés. Mais pour que vous puissiez mieux visualiser, et ben, on va les ramener comme ça en un même point. Ok, donc si j'ai essayé de vous représenter ici, voilà, donc on les ramène à peu près au même point, au même sommet, comme ça au moins on visualise la chose. Donc la première chose, on vous dit que l'angle orienté entre le vecteur AB et vecteur U, donc cet angle-là, plus l'angle orienté entre le vecteur U et vecteur CB, donc cet angle-là, c'est égal à l'angle orienté entre le vecteur AB et le vecteur CD. Donc en fait, à tout cet angle-là. Donc là, d'un point de vue géométrique, ça se visualise assez facilement. Ok? Donc ça veut dire que je vais mettre plusieurs couleurs pour que vous puissiez mieux voir. Ça veut dire que concrètement, cet angle-là, plus cet angle-là, bah c'est égal à tout le reste, ok? Donc c'est égal directement à tout ça. Donc ça, c'est relation de Chasles. Ok? Donc là, pareil, bon, on va pas cette propriété, on va pas s'en servir aujourd'hui parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce qu'on ne pourra pas tout traiter dans cette vidéo malheureusement, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo en tout cas où on sera amené à démontrer une des propriétés des arguments, ok? Peut-être que j'énoncerai dans cette vidéo comme ça, au moins vous aurez tous les arguments
sous le coude. Et voilà, ça nous servira à démontrer comme ça une propriété sur les arguments. Ok, donc ça c'est relation de Chasles. Pareil, à bien avoir en tête pour aller en prépa notamment. Ok, ça vous servira beaucoup de fois à démontrer cette dernière propriété qu'on verra concernant les arguments au sein de la vidéo finale. Donc, comme ça au moins vous aurez tout. Alors du coup, maintenant j'en parle. Mais en effet, les arguments vont comme ça posséder un certain nombre de propriétés très pertinentes. Donc, on va commencer par des propriétés très basiques. Donc pour cela, donc on va faire un cercle trigonométrique. Voilà, c'est mal fait. Donc là ici vous avez 0, je rappelle, vous avez pi sur 2. Vous avez pi sur 2 ici, donc vous êtes à une unité. Là vous avez une unité, là vous êtes une unité, et là vous êtes aussi à une unité. L'origine est là. Donc là je vais vous faire ça en deux couleurs. Donc ça va être les réels. Enfin là ça va être la distance par rapport à O qui est parcouru, que je mets en bleu. Là donc on a une unité à chaque fois. Et en noir, donc c'est les valeurs remarquables. Ok. Donc là vous avez pi sur 2, ici vous avez pi. Ou si vous tournez dans le sens, vous avez moins pi. Et après, donc ici vous avez moins pi sur 2. Et après 0, toujours. Bon, propriété, on va commencer par des choses très simples. Premièrement, le nombre 0, on va dire, il y a deux choses. Soit on dit qu'il n'a pas d'argument, ou soit tout simplement on va dire que argument de 0, ok, voilà, c'est égal tout simplement 0. Ok, voilà. Donc là, nombre 0 qui est là, en effet, par rapport au vecteur U, l'angle orienté entre le vecteur U, donc je vais vous mettre en rouge pour respecter mon code couleur. Donc l'angle orienté entre le vecteur U et le nombre 0, il est nul. Ok, donc par conséquent, et tout simplement, ça va faire que 0, on va dire soit il n'a pas d'argument, voilà, ou soit on dirait qu'il est nul. Ok, voilà, cet argument. Deuxième chose, c'est l'argument d'un réel. Ok, l'argument d'un réel positif. Donc qui dit réel positif, qui dit je suis situé entre 0 et en tout cas un très grand nombre. Donc en tout cas je suis situé vers la droite, plus grand que 0. Bon, argument de z est égal, donc la chose suivante, là si on est en présence d'un réel qui est positif, et forcément ça voudra dire toujours qu'en fait, mon vecteur U et le vecteur donc qui va partir de l'origine vers le réel que je vais atteindre, il sera toujours dans la même direction que le vecteur U. Ok, même direction, même sens. Donc en fait, en clair, j'aurai un angle nul. Ok, donc argument de z égale 0 si et seulement si z appartient à l'ensemble des réels positifs. Et là, strictement positif par contre. Ok. Ensuite, on a l'argument de z si du coup z est un imaginaire pur. Ok. Donc si z est un imaginaire pur positif. Donc ce côté-là. De ce cas-là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, deuxième étape, donc on a traité le cas où si z est un imaginaire pur. Et là, donc là je vous reprends en vert, en bleu pardon. Là je vous reprends en vert ce qui était dit précédemment. Là je vous reprends en bleu ce qui va être dit maintenant. Et du coup, si z est un imaginaire pur strictement positif, c'est-à-dire que le vecteur qui va représenter, qui va partir du point O vers le réel, vers l'imaginaire strictement positif, et il va avoir cette direction-là que je vous ai indiqué en bleu. Ainsi, donc, vous aurez le vecteur U et le vecteur OM et le vecteur OM, du coup, ce qui sera collinéaire, enfin, qui sera orthogonaux, et qui iront dans ce sens-là. Et ainsi, donc, l'argument de Z, il va valoir pi sur 2. Ok, pi sur 2, si seulement si Z appartient à l'ensemble des imaginaires positifs. Ok, voilà. Donc, je rappelle, l'ensemble des imaginaires purs, strictement positifs, donc c'est IR, et en plus étoile. Ensuite, je pense que vous commencez à comprendre un peu le système, mais on va faire le cas des réels qui sont négatifs et des imaginaires purs qui sont négatifs. Ok. Donc, si vous avez un réel qui est négatif, comme ceci là, et dans ce cas-là, entre vecteur U et le vecteur OM, vous allez avoir un angle de 180 degrés, ok, puisqu'ils seront collinaires, comme vous voyez, mais de sens contraire. Ok. Donc là, dans ce cas-là, l'argument de Z égale cette fois-ci pi si seulement si z appartient à l'ensemble des réels strictement négatifs. Ok. Donc ça, c'est ce que je vais représenter en orange. Et enfin, pour terminer, du coup là, je pense que vous comprenez un peu le système. Mais si z est un imaginaire pur, mais cette fois-ci strictement négatif, et l'argument, il va valoir moins pi sur 2. Donc argument de z égale moins pi sur 2, si seulement si z appartient
à l'ensemble des imaginaires purs négatifs. Ok? Voilà, alors ça, pareil, ça se comprend assez facilement, puisque là, ici, on va tourner dans ce sens-là, donc dans le sens des aiguilles du montre. Et donc, on a dit, quand on tournait dans le sens des aiguilles du montre, on comptait la mesure négativement. Tandis que quand je tourne dans le sens trigonométrique, on a dit, on comptait la mesure positivement. Ok? Bravo. Donc ça, c'est important, encore une fois, je le répète, de bien le savoir, parce qu'on va en avoir besoin assez régulièrement dans les exos. Ok? Et après, par la suite, même, on en aura besoin peut-être pour faire des débats. Bon, là, on va la laisser vite, mais je vais vous donner un certain nombre d'autres propriétés concernant les arguments. Tout d'abord, argument d'un produit. Donc de z fois z'. Dans ce cas, ce sera l'argument de z plus argument de z'. Alors faites gaffe, là ici, pour les propriétés concernant les arguments, c'est pas comme les modules. Les modules, c'est assez évident à déduire, ok? C'est assez évident, mais là, pour les arguments, ça sera un peu comme pour, des propriétés concernant les logarithmes, ok? Si vous voulez vous en souvenir, il faut penser au logarithme, en fait. Parce que ça fonctionne à peu près pareil. Alors, on comprendra par la suite pourquoi, avec encore une autre forme d'écriture dans le complexe. Mais là, pour l'instant, on va les admettre, ok? Ces propriétés. Après, vous comprendrez encore un peu mieux quand on aura passé à une troisième forme d'écriture du nom complexe, ok? Qu'on abordera très vite. Ensuite, argument de z sur z', c'est l'argument de z moins argument de z'. Alors du coup, on peut en déduire une propriété intéressante, c'est argument de 1 sur z', 1 sur z', c'est moins argument de z'. Ok? Enfin, une propriété qui est utile, c'est argument de z puissance n. Dans ce cas-là, ça sera n fois argument de z. Alors ça vous fait vraiment, là pour le coup, cette propriété-là, c'est exactement la même que pour les logarithmes. Ln de a puissance n, c'est n fois ln de a. Et là, c'est le même principe. Argument de z puissance n, c'est n fois argument de z. Ok? Donc là, je vais vous donner les propriétés essentielles qui conviennent pour les arguments, ok, qui fonctionnent pour les arguments. Ah oui, aussi j'allais l'oublier, l'argument du conjugué. Donc, par exemple, vous allez avoir, donc là, on va peut-être représenter ça sur une figure. Voilà, on va faire deux choses. Donc là, vous avez un point M d'affixe Z. Vous avez un point M' d'affixe Z bar. Ok, donc Z bar, je rappelle, c'est le conjugué de Z. Et j'allais l'oublier aussi, du coup, on va avoir l'opposé. Ok, donc l'argument de l'opposé. Voilà, comme ça, on va faire les trois d'un coup. Donc là, ça va être le point M seconde, argument de... donc ce sera moins Z, ici. Ok, d'affixe moins Z. Alors par ailleurs, là, ce que je viens de vous faire, c'est des transformations géométriques que je viens de faire. Pour placer les points M' et M seconde. Bon, même si je les ai placés approximativement. Mais pour les placer, ça revient à faire des transformations géométriques. Alors bon, là, dans cette vidéo, on n'aura pas le temps d'en parler. Peut-être si j'ai le temps, je vous en parlerai, même si c'est hors programme. Pareil, ça aussi, ça se faisait à l'ancienne, donc dans l'ancien programme de Terminal S. Donc c'était un tronc commun pour ceux qui avaient maths et qui étaient en S du coup. Et on parlait des nombres complexes et on s'intéressait aux transformations géométriques. Ok, symétrie, translation, homothétie et donc rotation, symétrie axiale, symétrie centrale. Ok, voilà, on faisait un peu toutes ces transformations comme ça. Et translation, j'allais oublier. Donc là, du coup, c'était un chapitre qui était plutôt pertinent. Ok, et donc à l'aide de ces transformations géométriques, on pouvait comme ça étudier un ensemble de points. Ok, bon. Pareil, si on a le temps, on en reparlera, mais sinon, bon, vous pourrez aller. Il faut savoir qu'avant, ça se faisait dans le programme pareil de Terminal S. Maintenant, c'est plus au programme de Math Expert. C'est même pas au programme de SPMath non plus. Et encore moins, vous imaginez, un programme de maths complémentaire, puisqu'ils ne connaissent même pas cet ensemble. Bon, c'est pas grave. Donc, on va commencer par argument du conjugué. Ça va être la propriété la plus simple à déduire. Donc, argument du conjugué. Donc là, imaginez que vous avez votre vecteur unitaire U. Donc là, du coup, l'angle orienté entre le vecteur U et les vecteurs OM, il est dans ce sens-là. Tandis que l'angle orienté entre le vecteur U et le vecteur OM' est dans ce sens-là. Ok? Ensuite, donc, vous avez des angles orientés de mesure opposée. Et voilà. Ça va être une propriété extrêmement intéressante. Argument de Z égale, donc l'opposé, donc moins argument de Z bar. Ok? Donc, Z et Z bar, ils ont des arguments opposés. Et enfin, dernière propriété concernant les arguments, ça va être donc l'argument de l'opposé. Ok? Donc, argument de Z, ça sera égal à quoi?
Bah, du coup, si vous regardez bien, pour avoir l'argument de l'opposé, bah, il faut déjà l'argument de Z. Ok? Donc, on va tourner comme ça. Et après, j'arrive à... Donc, je tourne comme ça. Voilà, j'ai parcouru un angle θ, donc l'argument de Z. Et après, pour aller de l'argument de Z vers cet angle-là, donc là, je prolonge un petit peu. Bon, ça se voit pas très bien, mais encore une fois, si c'est bien tracé, et ben on va avoir une ligne plate, ok? On va avoir une ligne plate. Et quand vous faites une ligne plate, et ben vous parcourez un angle de pi radian, ok? Et quand je vais aller vraiment de gauche, de droite vers la gauche, ok, dans le sens trigonométrique, je parcours un angle de pi radian, ok? Modulo de pi. Ainsi donc, et ben on va voir la chose suivante. Argument de Z est égal donc la chose suivante. Donc ça va être tout simplement pi plus argument de l'opposé. Voilà. Donc du coup, l'argument de l'opposé, si vous voulez, et dans ce cas, c'est la même relation. Ok, c'est-à-dire que l'argument de l'opposé, argument de moins Z, c'est donc argument de Z, comme vous avez pu le voir sur la figure, plus pi. Et ça, du coup, je vais préciser modulo de pi. Voilà, donc ça, c'est pour toutes les propriétés concernant les arguments. Ce qui va nous permettre de définir une nouvelle notation des nombres complexes. En effet, puisqu'un nombre complexe, on va pouvoir le définir maintenant à l'aide de son module et à l'aide de son argument. Ok, c'est ce qu'on va appeler la notation trigonométrique. Alors du coup, là, je vais vous la donner. Donc, propriété, soit Z qui est égal à plus IB. Ok. Dans ce cas-là, par définition, on a dit que le module de Z, bah, c'était racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Voilà, ça c'est le module. Ça donc c'est la forme algébrique. Et donc la forme trigonométrique de Z, bah forme trigonométrique de Z est égale quoi? Bah c'est le module de Z fois du coup cos alpha plus i sin θ. Ok, donc c'est tout simplement module de Z fois cosinus de θ plus i sin θ. Alors du coup si on développe, on obtient module de Z cos θ plus i, non plus Z, donc module de Z fois i sin θ. Alors pareil, et donc là vous allez pouvoir reconnaître la partie réelle. Donc ça c'est égal à A, c'est la partie réelle. Et donc ça vous allez pouvoir aussi reconnaître la partie imaginaire. Donc la partie imaginaire de Z, c'est celle-ci. Donc ça c'est B. Ok. Ça c'est B. Et ça c'est A. Ok. Alors pareil, si vous faites un peu de trigonométrie, vous êtes malin, vous allez pouvoir retrouver la valeur de A et de B, et donc sous cette forme-là, ok. Alors pareil, donc là, je vais vous représenter la situation, je ne vais pas trop détailler. Donc là, vous avez votre plan complexe, vous avez votre point M d'affixe Z, voilà. Vous avez donc un angle θ, comme ceci, et donc en fait, j'ai découpé ma figure en différents triangles rectangles. Ok, donc là, vous avez la partie réelle, petit a. Et je vais avoir la partie imaginaire, petit b. Et donc, en fait, je vais exprimer partie réelle et partie imaginaire, non plus, et bah, sous une forme algébrique, mais à l'aide de θ et à l'aide du module. Ok, donc à l'aide de cette longueur-là, qui est module de Z. Donc, on y va. Pour le coup, on va faire un peu de trigonométrie. Donc là, si je veux avoir le A, ok, et bah, dans ce cas, je vais dire quoi en fonction de θ? Et bah, je regarde qu'est-ce que j'ai. J'ai tout simplement la plus longue longueur, donc l'hypoténuse. Et j'ai donc le côté adjacent à l'angle, ok, qui vaut A. Donc là, si je vais donc écrire la chose suivante, je vais écrire cos θ égale longueur A divisé par module de Z. Ce qui va impliquer que, dans ce cas-là, j'aurai tout simplement A qui est égal cos θ fois module de Z, ou module de Z fois cos θ. Ok. Alors, même d'ailleurs, c'est équivalent. Après, du coup, pour la valeur de petit b, et ben pour la valeur de petit b, c'est le même principe. Donc là, on peut travailler dans un triangle rectangle, pareil. Donc là, on va travailler dans ce triangle rectangle pour que vous visualisez mieux. Donc là, dans ce triangle rectangle, qu'est-ce que j'ai? Bon, déjà, cet angle-là qui est là, je peux le reporter ici.
Ok, c'est le même angle. Donc là, vous avez encore θ. Donc du coup, vous avez cet angle θ qui est là, donc qui va se retrouver ici. Ok, ça c'est lié aux propriétés de 5e sur les angles alternes internes. Et donc du coup, cet angle-là, maintenant, bah, je vais essayer d'exprimer la longueur B en fonction de ça, donc du module de Z et de cet angle θ. Donc on y va. Je vais donc avoir sinus de θ. Ok, sinus de θ, pourquoi? Parce que tout simplement, sinus de θ, parce que tout simplement ici, j'ai le côté opposé à l'angle et j'ai l'hypoténuse. Donc j'aurai sinus de θ qui est égal, donc le côté adjacent, B divisé par module de Z. Je transpose un petit peu, je dis que B, c'est donc module de Z fois tout simplement sinus θ. Et ainsi, donc je retrouve comme ça la forme trigonométrique que j'avais annoncée. Puisqu'après, il suffit de mettre un I devant. Ok, voilà. Puisque là, le B, en fait, c'est BI. Ok, donc après, on multipliera par I et on retrouve exactement cette forme-là. Ainsi, donc on va terminer là-dessus. Enfin, vous allez vous dire, enfin, le cours était un peu long. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'expliquer un peu plus en détail. Donc, dernière chose, c'est une propriété extrêmement importante qui va nous servir en exercice. En fait, c'est cette propriété concrètement qu'on va servir dans les exos pour passer par exemple de la forme algébrique à la forme tout simplement trigonométrique. Après, par la suite, on verra une autre forme qui est la forme exponentielle. Ok. Bon, du coup, cette propriété est super importante. Ça va vous permettre de pouvoir voir si deux nombres complexes sont égaux. Et en fait, deux nombres complexes qui sont égaux si et seulement si ils ont le même module, modulo de pi, et même argument. Voilà, donc du coup, ça, c'est très pratique dans les exos, comme je dis, pour passer d'une forme à une autre. Ok, donc de savoir que deux complexes, ils sont égaux si seulement si ils ont le même module et même argument à 2pi près. Ok, donc module 2pi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, j'ai essayé de vous donner toutes les propriétés, ou quasiment toutes les propriétés sur les arguments. Donc, concernant les propriétés, oui, il y en a une petite dernière qu'on va servir aussi dans les exercices. C'est concernant l'interprétation géométrique de l'argument. Ok, donc ça se démontre via tout simplement la relation de Charles, celle-ci. Donc là, on va prendre A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c, et vous avez compris D d'affixe petit d. Donc si je veux l'argument du complexe suivant, donc C moins A divisé par tout simplement B moins D par exemple, voilà, et ça dans ce cas là, ça sera tout simplement égal à l'angle orienté entre le vecteur du coup DB et le vecteur AC. Ok, donc ça apparaît, c'est une propriété, on va la démontrer, ne vous inquiétez pas, mais pour le faire, on fera avec tout simplement les propriétés sur les angles orientés. Ok, donc sur relation de Charles. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne soirée en mathématiques et en sciences.